Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Nous allons évoquer des sujets différents aujourd'hui dans cette émission. Je vous rappelle que pour y participer, vous pouvez nous laisser un message sur la page de Qualita sur Facebook ou bien sur www.studioqualita.com ou bien en nous appelant sur notre boîte vocale 050 430 80 20. Vous nous laissez un message et nous vous rappelons. Et nous allons commencer tout de suite par une auditrice. D'abord, nous sommes très heureux parce que c'est très rare que nous ayons des auditrices dans cette émission. Et deuxièmement, parce que Sarah, qui est en ligne avec nous, va évoquer un sujet qui est très important et dont on n'entend pas beaucoup parler malheureusement. Et nous sommes heureux d'en faire l'écho ce matin sur Studio Qualita. Donc nous disons bonjour à Sarah Tahar. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour, Bokar, ça va tous. Alors Sarah, vous voulez nous parler d'un problème, comme j'ai dit, qui est peu évoqué, en tout cas on ne connaît pas très bien ce qui se passe dans ce domaine, c'est le sujet des femmes divorcées, des familles monoparentales en Israël. Et vous voulez nous expliquer un peu quelle est la situation de ces femmes. Alors, avant de rentrer dans le sujet, parlez-nous un peu de vous. Qui vous êtes, Sarah? D'où vous venez? Où vous habitez en Israël? D'accord. Alors, moi, j'habite à Beth Shemesh. Oui. Je suis née à Paris et je suis en Israël depuis 24 ans. Au cours de ces 24 ans, j'ai été mariée pendant 22 ans. Et donc l'été dernier, j'ai décidé de mettre un terme à ma vie maritale. Mmh. Et je veux vraiment préciser que c'était un acte, une décision bien sûr très douloureuse, mais c'était vraiment un acte courageux. Ouais. Et ce point-là, en fait, je le partage avec beaucoup d'autres femmes qui ont eu le même parcours que moi, même si certaines ont préféré prendre cette décision beaucoup plus tôt, après quelques années de mariage, des fois seulement après quelques mois. Mais en tout cas, le sentiment d'échec et de difficulté. Et puis donc voilà. Alors, est-ce qu'il est plus grand d'après vous après 22 ans de mariage? Vous n'avez pas dit le nombre d'enfants que vous avez. Je ne sais pas si vous voulez le préciser ou pas. Ok, alors moi j'ai 10 enfants. Ouais. Donc c'est effectivement une très grande famille. C'est des challenges qui sont dus à cet état-là de devoir jongler avec des post-ados, des ados, des pré-ados, des petits-enfants, des bébés. Mais encore une fois, je pense que de ce que j'ai vu, en tout cas, les points sont communs entre nous toutes. Oui. Et la difficulté demeure la même. Alors, parlez-nous justement, vous nous parlez de la difficulté, je suppose que ce sont des difficultés. Alors, ce sont des difficultés, on va dire, quotidiennes, au jour le jour, des choses que vous rencontrez tous les jours? Oui, alors en fait, la difficulté, elle est double. Oui. Elle est technique et elle est plutôt émotionnelle. D'accord. D'accord. Au niveau technique, c'est clair qu'il y a un problème au niveau de la façon dont les femmes qui sont divorcées sont considérées en Israël. Mmh. Ça veut dire, par exemple, si je peux me permettre de dire ça, en ce moment justement on parle beaucoup des familles, de la famille, de la possibilité pour les couples homosexuels d'avoir des enfants. On parle donc de cette famille, des nouvelles familles. Mais on ne parle pas beaucoup des familles monoparentales, en fait. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans la lutte des homosexuels ou des mères porteuses une lutte qui est positive. On a l'impression que ils se battent pour quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et il faudrait qu'il y ait un consensus national pour les aider. Mmh. Je ne rentre absolument dans aucune marloquette, aucun pas du tout. Ouais. Mais à côté de ça, par exemple, les femmes qui sont divorcées, elles, obligatoirement, ce sont des femmes qui sont malheureuses, des femmes qui galèrent. On oublie que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de s'en sortir, mais que cette volonté de s'en sortir est complètement arrêtée
par ces problèmes techniques que je voudrais bien exposer à votre antenne. Ouais. Alors, quels sont les problèmes techniques que vous rencontrez au jour le jour? Alors, je suppose qu'avec 10 enfants, c'est encore plus difficile, mais même une femme toute seule avec 3 ou 4 enfants rencontre chaque jour des problèmes. Ce sont des problèmes financiers, ce sont des problèmes d'aller chercher les enfants au GAN, par exemple, des choses comme ça? Alors, c'est sûr que à partir du moment où il y a de l'argent, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à une solution. Par exemple, vous m'exposez ici la question de que se passe-t-il quand la mère travaille et qu'il faut aller chercher les enfants à 4 heures. Ça, c'est un problème qui est plutôt général à toutes les mamans en Israël. C'est vrai que le monde du travail n'est pas adapté, ou plutôt le monde de l'école n'est pas adapté au monde du travail des mamans. C'est clair qu'une maman qui a la possibilité de prendre une babysitter, voire une amie à elle qui a une voiture et qui peut aller lui chercher les enfants, les ramener à la maison, les garder, c'est sûr que la chose, elle est facilitée. Je donne aussi une petite parenthèse, c'est que dans le cas des mères qui sont donc francophones, en général, ces mères sont en Israël seules. Ça veut dire il n'y a pas la grand-mère, il n'y a pas l'ancienne belle-mère, il n'y a pas de tante, il n'y a pas d'oncle, il y a vraiment un isolement. Voilà, qui fait que techniquement, elles sont obligées d'assumer complètement tout ce qu'il faut. Donc c'est clair que l'argent aurait pu aider, mais ici le problème, il est plus par rapport aux lois, d'accord, aux lois qui sont émises ou non émises en Israël. Moi, j'ai eu une petite chance, c'est de rencontrer une dame qui se bat beaucoup pour le statut ce qu'on appelle les familles indépendantes. Aujourd'hui, on ne dit plus les monoparentales, on dit les Atzmaïm, les indépendants. C'est une Chevrat Knesset qui s'appelle Merav Ben-Ari. J'ai absolument aucune affinité avec le parti de Kulanu, mais en tout cas, c'est une personne qui effectivement a mis les pieds dans le plat et a dit, attendez, ici, il y a un gros problème. Qui a décidé de défendre aider ces familles à s'en sortir. Exactement. Et donc, elle a mis en place des lois, des projets de loi qui sont passés à la Knesset, donc qui aujourd'hui sont absolument sensiblement possibles d'être mises en application. Or, curieusement, dans le monde francophone, on n'en a pas entendu parler. Alors, est-ce que vous nous dites... Il y a un problème de shkifout, d'accord, un problème de transparence au niveau des lois qui existent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, après on essaiera de comprendre la raison pour lesquelles on n'en a pas entendu parler, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la teneur de ces lois en quelques mots? Ok. Alors bon, il y a les choses à mon avis qui aujourd'hui sont un peu connues, qui ont commencé à être connues. Par exemple, l'aide à la rentrée scolaire. Ok, tous les enfants qui sont scolarisés dans une certaine période, ça veut dire entre l'âge de 6 ans et l'âge de 15 ans, il me semble. Donc, c'est la période de l'école primaire. Tous ces enfants ont le droit à une somme, voilà, à une espèce de prime pour le début de la rentrée scolaire. Exactement, qui est quelque chose qui aide énormément parce que les fournitures, c'est un certain argent. C'est clair qu'il y a toujours, au début, il y a aussi une organisation... dans le début de l'année scolaire, il n'y a pas toujours les Soharonim, par exemple, qui sont mis en marche. Donc, il faut trouver des solutions qui sont effectives tout de suite. Et c'est vrai que ces petites sommes, elles peuvent aussi c'est une somme aux alentours de combien, vous pouvez nous dire? Aux alentours des 1000 shekels. 1000 shekels par enfant. Ouais. D'accord. Ok. Donc, dans ça, effectivement, après, on peut choisir également, attention, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, le problème des transports. Ok, aujourd'hui, dans la majorité des mairies, si un enfant étudie à une certaine distance de son lieu d'habitation, il a le droit d'avoir une carte de transport de la mairie. Or, curieusement, évidemment, comme si on savait jamais que la rentrée scolaire se passait tous les ans depuis la création de l'État d'Israël le 1er septembre, le temps que ça se mette en marche, il passe au moins un mois. Avec ça, au milieu, il y a les fêtes qui sautent. Donc, en attendant, il faut financer cette chose. Et ça, c'est un financement qui est un financement exceptionnel, qui n'est pas toujours pris en compte dans l'argent, par exemple, des mésonotes, donc de la pension alimentaire. Parce que la pension alimentaire, elle reste la même, quels que soient les mois de l'année. Et évidemment, selon les mois où on se trouve, il y a des fois des dépenses occasionnelles, et ça crée des trous énormes dans le budget des femmes divorcées. Donc il faut vraiment... Ce sont en fait des petites batailles au jour le jour qui sont très difficiles à assumer.
Ajouter à cela aussi, vous nous en avez un peu parlé, de l'image de la femme divorcée dans la société israélienne. Et peut-être, vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais de la femme divorcée dans la société israélienne, je dirais francophone, est-ce qu'elle est aussi différente? Est-ce qu'elle est mal perçue par cette société? Est-ce que vous avez cette impression? Moi, j'ai l'impression, moi je me suis mariée en Israël, j'ai vécu en Israël et j'ai divorcé en Israël. Avec un Israélien? Non, avec un francophone Français, aussi. D'accord. Mais j'ai effectivement l'impression que, par exemple, pour l'obtention du guet, chez moi, les choses se sont passées plus ou moins bien, facilement, et je veux dire, c'était plus établi. Curieusement, quand on entend justement des couples francophones, apparemment, on dirait que la France, c'est le pays noir, ouais. Et effectivement, l'obtention du guet est toujours compliquée. Ça veut dire qu'il y a vraiment une tâche sur la communauté française au niveau de cette histoire du guet. Alors, je sais pas ce que le consistoire fait, ce que ça révèle, mais en tout cas, c'est une réalité. Moi, j'entends des fois des il y a beaucoup de problèmes, oui. Ouais, qui sont jeunes, quoi, qui ont 26, 27 ans et qui sont complètement bloqués des années entières pour des histoires de fric, de manque de pression de la part des rabbins francophones. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce milieu-là et c'est clair qu'il me semble que quand même en Israël, quand on divorce en Israël, il peut y avoir un léger mieux à ce niveau-là. Ouais. Mais je pense que dans tout ce domaine donc de l'émotif, oui, il y a une mauvaise opinion du divorce. C'est encore un sujet. Vous avez l'impression que c'est encore un sujet tabou, c'est-à-dire qu'on a du mal à parler de ça dans notre société, que ce soit la société israélienne, que ce soit la société francophone, des nouveaux immigrants, etc. C'est encore un sujet dont on a peur de parler. Je pense que de toute façon, comme en plus, au moins, encore une fois, au moins pour nous les francophones, où nous venons quand même d'une société juive traditionnaliste, dans lequel donc la famille a énormément de place, donc le couple obligatoirement a énormément de place. On ne donne pas, si vous voulez, la possibilité aux gens de divorcer rapidement. On met, si vous voulez, un petit peu de côté la question de la souffrance. Ça veut dire un divorce, on divorce pas parce que on s'est ennuyé. On arrive à la décision de divorcer parce qu'il y a une souffrance, qui est quotidienne. Et je veux dire, je crois que ça, c'est un petit peu le point dont on veut jamais parler. On a l'impression que de la même façon, par exemple, une fois que la femme elle est divorcée, ça y est, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Ben non. Ok, non. Je tiens à vous dire que non, la femme divorcée, elle fait pas ce qu'elle veut. Surtout pas quand elle a des enfants. Quand elle doit d'abord donner à manger à ses enfants, les vêtir, les envoyer à l'école. Ses besoins à elle, ils sont presque complètement oubliés. Et effectivement, après, ça fait que voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a des groupes qui se lèvent et qui sont plus des groupes de soutien émotionnel que des groupes vraiment pour faire passer des messages en disant tiens, tu sais, t'as le droit à ça, va vérifier ça au Bitoire Léomi. C'est plus des trucs de soutien dans lesquels en fait les femmes elles sont complètement en train de s'effondrer et en cherchant une oreille qui comprend leurs problèmes. Alors vous connaissez beaucoup de femmes francophones qui ont divorcé et qui sont dans ce cas dans un cas de détresse, on va dire, parce que c'est vraiment ce que vous nous décrivez, c'est vraiment des cas de détresse en fait. Oui, j'en connais, je parle avec elles et voilà, on essaye de s'aider un peu mutuellement et voilà, quand il y en a surtout de parler, ce sont, comme vous l'avez dit, ce sont des groupes de parole où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler de vos sentiments, de vos difficultés. Complètement. Voilà. Alors si par hasard il y a des femmes, alors je ne sais pas ce qui se passe du côté des hommes parce que vous nous en avez pas parlé, mais il y a aussi des hommes divorcés puisqu'il y a des femmes divorcées. Donc là aussi, ça serait intéressant d'avoir leur opinion. Mais en tout cas, s'il y a des femmes qui nous entendent et qui veulent essayer de rejoindre ces groupes, comment on peut les trouver sur Facebook? Alors, il y a les Mams divorcés qui sont donc sur Facebook. Les Mams, et de là-bas, en général, il y a des groupes WhatsApp après qui sont
D'accord. sont organisés selon les lieux d'habitation en Israël. D'accord. Ça veut dire, moi, par exemple, je fais partie du secteur Jérusalem et les environs, mais il y a un truc comme ça aussi à Natania. Il y a en général des fois des rencontres qui sont essayées d'être organisées. Et puis voilà, donc je veux dire, c'est un peu essayer de pallier au fait que voilà, on peut pas toujours malheureusement dans notre budget familial se permettre d'aller chez un coach ou d'aller chez un psychologue. À propos psychologue, quand on voit dans les coupotes Ronin qu'il faut attendre 6-7 mois pour avoir un rendez-vous chez un psy, c'est quelque chose aussi qui est dramatique. Je pense que effectivement dans le cas des familles monoparentales, il faudrait qu'il y ait quand même une facilité à accéder à ces services, parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a un grand besoin. Il y a un besoin, et puis il y a au milieu de tout ce marasme et cette douleur, il y a quand même un tremplin pour la vie. Ça veut dire, oui, on divorce parce qu'on veut en finir avec des souffrances, mais on veut finir avec des souffrances parce qu'on espère qu'il y a au bout de ça un bonheur. De ne pas retrouver d'autres souffrances, en fait. Exactement. Il y a quand même, si vous voulez, l'envie de s'en sortir, un espoir de s'en sortir, un espoir d'y arriver. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut miser et laisser la chance à toutes ces femmes à revenir à une vie honorable et une vie heureuse, quoi. En tout cas, merci Sarah pour ces messages et pour ces informations. Et puis, chapeau pour votre détermination aussi, justement, comme vous avez dit, de vous en sortir dans cette situation quand même un peu compliquée de femmes divorcées avec des enfants. En tout cas, merci d'avoir éveillé notre attention à ce sujet qu'on ne connaissait pas très bien. Et vous êtes invité à participer à cette émission quand vous voulez pour nous donner d'autres informations sur ce qui se passe justement avec ces femmes divorcées. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Et voilà, et on change à présent de sujet et nous avons, pour parler d'un tout autre sujet à présent, Moti qui est en ligne avec nous. Moti, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on va parler à présent, on va reparler du gaz. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé avec vous, mais en tout cas, on va parler plus particulièrement de l'implantation des plateformes de gaz au large des côtes israéliennes. Alors, c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus en ce moment dans l'actualité israélienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Moti ? Oui, alors, en fait, on parle beaucoup de ce sujet-là, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas grand-chose. Donc, moi, j'ai voulu un petit peu préciser les choses et expliquer un peu quel type de problème ça va amener. Mais en gros, voilà ce qui se passe. On a dans les zones d'extraction du gaz, on a deux grandes zones. On a une zone qui s'appelle la zone Tamar, et on a une zone d'extraction qui s'appelle la zone Léviathan. Donc ce sont deux nappes de gaz qui ont été trouvées aux côtes, sur le large, en fait, méditerranéen d'Israël. Et donc maintenant, la question de l'exploitation de ces nappes de gaz est en question. Voilà, donc la zone Tamar, en fait, c'est une zone qui est à 90 km au large de nos côtes. Et elle fonctionne depuis 2013. La zone Léviathan, elle est à 120 km des côtes et ce site va être fonctionnel en 2019. Okay. Alors, pour la zone Tamar, en fait, pour toutes les zones, de toute façon, on a deux types de plateformes. On a la plateforme d'extraction et on a la plateforme de traitement. Donc, la plateforme d'extraction, c'est là où on va extraire le gaz. Donc, elle se trouve à l'endroit même où sont les puits. Maintenant, la plateforme de traitement du gaz, c'est des plateformes que l'on met en fonction on va dire de l'utilisation du traitement que l'on veut amener au gaz. Alors, la plateforme de Tamar, c'est la plateforme d'extraction donc de Tamar est à 90 km. La plateforme de Léviathan est à 120 km. La plateforme de traitement de Tamar, elle est à 23 km. Ils l'ont installée à 23 km au large d'Ashkelon. Et la plateforme de Léviathan, ils l'ont installée à 8 km et demi, 9 km des côtes au large de Zichron Yaakov. Okay. Alors, ça veut dire que
par exemple, Hedera va être à 22 km de la plateforme, Haïfa, on va dire Netanya, 30 km de la plateforme. Ouais. Pour que vous ayez un peu une idée où est-ce qu'on a mis cette plateforme. Cette plateforme, en fait, va être reliée, cette plateforme de traitement du gaz va être reliée à la plateforme d'extraction de gaz par un pipeline qui va donc partir de 120 km à arriver jusqu'aux côtes à 10 km, donc elle va avoir une longueur de 110 km. Maintenant, à quoi sert cette plateforme d'extraction? La plateforme en fait d'extraction, lorsqu'on extrait un gaz brut, ouais. Il est chargé d'eau. Il est chargé d'eau, il est chargé de métaux lourds, il est chargé aussi de gaz toxiques. Et en fait, le gaz brut, ça s'appelle du gaz humide. Okay. Maintenant, quand on extrait le gaz à 120 km de la côte et qu'on le transporte brut à 110 km à la plateforme de traitement, qui est à 10 km au bord de mer, qu'est-ce qu'on fait dans cette plateforme? En fait, on fait 4 opérations. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez c'est un peu technique, un peu ce qui va se passer. C'est un peu technique, mais on vous suit un peu. Voilà, ok. Alors, il y a 4 opérations qui sont faites sur le gaz. La première opération, c'est quand on extrait le gaz, on extrait en même temps des gaz toxiques. D'accord. Des gaz inutilisables parce qu'ils sont mortels. Donc ça se fait à 120 km enfin 190 ou 120 km de la côte. Alors, ce gaz-là, en fait, il est transporté à la plateforme de traitement du gaz. Il est transporté donc, aussi. Donc, la plateforme de traitement du gaz qui, elle, est à 9 km des côtes israéliennes, elle va avoir à traiter ces 4 opérations. D'accord. Et donc, ces gaz toxiques, la première opération, c'est le traitement des gaz toxiques. D'accord. Ces gaz toxiques, on ne sait pas comment faire parce qu'ils sont mortels, ils sont dangereux, donc on est obligé de les brûler sur place. Donc c'est pour ça que vous voyez, par exemple, dans les plateformes de gaz, des grandes cheminées. Du feu en permanence, des grandes cheminées. En fait, c'est du gaz toxique que l'on brûle pour ne pas avoir à le traiter parce que c'est intraitable. Donc, on va avoir, donc on extrait ces gaz toxiques et ces gaz toxiques vont être brûlés à l'air libre au-dessus de la plateforme. Et c'est d'énormes quantités de gaz qui sont pas utilisables parce qu'elles sont cancérigènes, dangereuses pour la santé et mortelles. Donc celles-là, elles sont brûlées, mais il faut savoir aussi que tout ce qu'on va brûler, c'est de la pollution 100%. Hein. Ouais. Maintenant, la deuxième partie que l'on extrait de ce gaz brut, de ce gaz liquide, c'est le gaz sec, c'est-à-dire le gaz domestique qu'on utilise, nous, et qu'on connaît tous. C'est le gaz classique. Ouais. D'accord? Ça, c'est la deuxième partie. La troisième, on extrait du condensat. Un condensat, c'est du liquide, c'est le liquide qu'on extrait avec le gaz. Okay. Donc c'est le liquide de puits de gaz naturel. Maintenant, à quoi il sert ce liquide? Alors ce condensat, en fait, il est appelé aussi essence naturelle. Pourquoi? Parce que c'est un liquide qui a le même point d'ébullition que celui de l'essence et qui est utilisé, qui est emmené dans les raffineries et qui est utilisé et qui est transformé en essence. C'est quelque chose de très très rentable et en même temps qui est très dangereux. Ouais. Et je vais revenir sur le condensat. Donc on va séparer le condensat du gaz sec. Voilà. Et la quatrième partie, c'est l'eau qu'on va extraire de ce gaz. Du gaz. Cette eau-là, elle est chargée de métaux lourds, de produits cancérigènes, de benzène, de cadmium, de mercure. C'est tous les produits les plus dangereux de la Terre. C'est de la pollution, quoi. Qu'on va extraire avec ce gaz. Mais ces produits-là sont inutilisables, donc on est obligé de les rejeter dans la mer. Ah. Voilà. Donc on va avoir donc ça c'est la quatrième partie. Maintenant, on va avoir, alors pour revenir au condensat. Le condensat, en fait, il va être transporté pour être traité, donc c'est l'essence, on va dire, c'est le liquide des puits du gaz naturel. On va le transporter jusqu'à Haïfa. Sur Terre. Donc jusqu'à Haïfa, voilà, dans les. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce condensat? Il va être transporté de la plateforme d'extraction à la plateforme de traitement. Donc là, il va être transporté en brut. Dans des camions? Non, pas du tout, dans des pipelines. Ah. Ensuite, cette plateforme qui est à 10 km du bord de mer, elle va être pareil avec un autre pipeline. Il va y avoir un tuyau qui va partir de cette plateforme
et qui va aller jusque aux usines de traitement de ce gaz pour en faire de l'essence. Donc, ces tuyaux-là vont passer en mer, ils vont arriver en bord de mer, ils vont traverser tout le bord de mer sur les plages, ils vont rentrer dans Haïfa, passer sous les habitations, ils vont être situés, si vous voulez, pour avoir une idée, ils vont être situés au-dessus des nappes phréatiques de la région de Haïfa, et ils vont être en dessous des habitations. Donc ce condensat... Petite précision, elles existent déjà, ces tuyaux existent déjà? Non, ils sont en train de les construire. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de bruit autour de cette histoire, parce que on voudrait quand même arrêter tout ça avant que ça se mette en place. Alors, le tuyau va faire entre la plateforme qui est à 9 km du bord de mer jusqu'à l'usine de traitement à Haïfa, il y a 42 km. Donc, ce tuyau va faire 42 km de long. Donc, je vous disais, il va passer sous les habitations, les nappes phréatiques, et tout ça a été fait contrairement aux recommandations du ministère d'Abriout. D'accord? Maintenant, si pour une raison ou une autre, ce liquide se retrouve à l'air libre, ça peut contaminer à peu près 1 million de personnes dans la région. C'est un air qui est irrespirable, qui est très dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a une explosion du tuyau, par exemple... voilà, condensat. Tu parles de condensat. Ouais. Le condensat est très nuisible. Qui est bien sûr nuisible, mais c'est un liquide qui, quand il est à l'air libre, il s'évapore et il tue. Mais quand il est en mer, s'il y a par exemple une fuite en mer, on se retrouve avec une fuite, avec un produit qui va pas flotter comme le pétrole. C'est un produit qui va se mélanger à l'eau. Donc, il va polluer toute l'eau. Il y aura pas de possibilité de nettoyage. C'est impossible. D'accord? Donc, ça, c'est un tuyau qui va avoir 42 km de long. OK? Maintenant, il faut savoir que les incidents sont très fréquents. Si par exemple le tuyau, s'il y a des fuites au niveau du condensat en mer, ça condamne les plages pendant 40 ans. S'il y a un incident, bien sûr, sur Terre, à ce moment-là, ça va contaminer toutes les nappes phréatiques de la région de Haïfa. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va polluer, bien sûr, toutes les personnes qui vont vivre dans cet environnement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le puits du site Léviathan vont produire 2500 barils de condensat par jour. D'accord? Imaginez le danger dans lequel on va mettre les gens dans cette région-là. Alors, plusieurs questions, Moti, avant qu'on continue. Est-ce que Israël est le seul pays à exploiter ce condensat ou il y a d'autres pays qui Alors, le font je vais y venir, je vais vous expliquer, mais je veux juste qu'on prenne conscience que parce que la société d'Élec arrête pas de dire mais non, c'est pas dangereux, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux, c'est mensonger, c'est criminel. Maintenant, sachez juste que celui qui est en train de mettre en place toute cette structure, c'est une entreprise qui s'appelle Noble Energy. Et Noble Energy, à lui tout seul, a eu 358 incidents. Alors, ils appellent ça des incidents, mais c'est des fuites. Entre 2009 et 2013. Où ça? Et dans ces 358 incidents... Mais où ça? Dans l'exploitation du gaz, c'est ça? Non, uniquement dans le transport du condensat. Ah oui. Uniquement dans le transport du condensat. Et ça inclut une centaine de fuites qui ont eu lieu au-dessus des sites d'eau potable dans le Colorado. Uniquement dans le Colorado, on a eu 100 incidents en 4 ans au-dessus des nappes phréatiques. Donc je vous dis pas, là-bas, il y a longtemps qu'ils boivent plus de l'eau de nappe. Maintenant, en septembre 2017, alors sachez quand même, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de problème, mais en septembre 2017, il y a un site internet qui s'appelle Times of Free Israel, qui est connu de tout le monde. Bien sûr, en anglais et en français. Il signalait qu'il y a eu une interruption de l'approvisionnement de gaz des puits Tamar, puisque Tamar fonctionne depuis 2013. Ils ont signalé qu'il y a eu une interruption de l'approvisionnement du gaz des puits Tamar parce qu'ils ont trouvé des fissures
sur le gazoduc à 24 km au large d'Ashkelon. Donc, c'est pas quelque chose d'incroyable, ces histoires c'est des choses qui arrivent souvent. De pollution, ça arrive et très fréquemment. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution qui va être produite, alors quand je parle de pollution, je parle uniquement de ce gaz qu'on va brûler au-dessus des plateformes et de l'eau chargée de métaux lourds qu'on va rejeter en mer. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous disais au début sur les 4... Donc, la pollution que va produire l'installation Léviathan à 10 km au large de Zichron Yaakov, elle va être 2,5 fois supérieure à l'addition de la pollution que produit les 500 usines les plus polluantes en Israël. C'est-à-dire qu'en gros, on va multiplier par... Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Déjà bon. Alors tout ça c'est fait. Il faut savoir. Je vais répondre à vos questions, mais vous allez voir que vous aurez des réponses de ce que je vous dis. Et je vais vous dire. Il faut savoir qu'actuellement il y a 3 pays parmi les 35 membres de l'OCDE qui sont pires qu'Israël au niveau des taux de particules ultra fines dans l'air. Ça veut dire qu'en Israël, on est le 32e pays. Où les taux de particules, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Il y a le Mexique avant nous, donc il y a déjà une pollution incroyable en Israël. À ça, on va maintenant multiplier par 2,5 fois cette pollution avec le puits Léviathan, et on va multiplier encore une fois avec le puits Tamar. D'accord? Maintenant, il faut savoir que les vents dominants en Israël viennent de l'ouest, d'accord? Et que donc ils viennent de la mer. Et donc, ils vont venir des plateformes. Et donc, ils vont nous amener toutes les émissions polluantes des plateformes. On va tout prendre dans la figure. Maintenant, ce que je vous ai expliqué sur la plateforme d'extraction et des conséquences qu'elle va avoir à 10 km des côtes, il faut savoir que la loi en Israël a autorisé la mise en place de 32 plateformes de ce type au large de nos côtes. Les lois ont été votées, donc tout est mis en place. Et elles vont être mises en place en toute légalité. Donc les 32 plateformes vont être mises entre Zichron Yaakov et Netanya. D'accord? Maintenant, comment ça se passe dans le monde? Pour répondre à votre question, Olivier, comment ça se passe dans le monde? 92% des sites d'extraction du gaz dans le monde se font en pleine mer. À 120 km. 120 km. Donc là où il y a le site d'exploitation, en fait. Plus loin, absolument. Et même si possible, encore plus loin. D'accord. Maintenant, comment on fait? On extrait le condensat, par exemple, pour revenir au condensat, on extrait le condensat, on le met dans les bateaux, et dans le bateau, les traders appellent toutes les raffineries qui sont intéressés par ce condensat, celui qui offre le prix le plus important, on lui livre. Donc, ça part de la plateforme et ça livre dans le monde entier. Maintenant, ce qui va se passer, en fait, chez nous, c'est que ils ont amené les plateformes à 10 km du bord de mer pour pouvoir amener le condensat directement dans les raffineries d'une société qui s'appelle Bazan et qui va avoir l'exclusivité du traitement du condensat. Ça veut dire que il n'y a plus d'appel d'offres, il n'y a plus de traders, il n'y a plus rien. Les prix sont convenus d'avance. Et donc, grâce à ce système-là, Bazan va gagner 80 millions de dollars par an, en plus des bénéfices prévus, uniquement parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres, que ça va être livré directement chez Bazan. Donc, ils ont mis en place encore un système de monopole. Voilà. Mais je veux dire, ils auraient pu quand même en gardant un monopole à Bazan, mettre en place un système de bateaux qui quitte la zone de traitement du gaz à 120 km et qui amène le gaz à Haïfa. Ben non, ils ont préféré faire passer ça par des tuyaux. Alors, quand vous dites ils ont préféré, de qui parlez-vous? Alors, moi, ce que je connais, c'est ceux qui ont eu la licence d'exploitation, c'est-à-dire Delek et Noble Energy, d'accord? Maintenant, qui leur a donné? Bien sûr, c'est le gouvernement qui leur a donné, hein. Qui a créé des lois pour mettre les plateformes à 10 km des côtes, c'est le gouvernement, hein. Donc, nous, en fait, quand je dis nous, c'est tous les gens qui essayent de réfléchir un peu à l'avenir de nos enfants. Je me dis,
on est tous d'accord pour ce gaz, d'accord, malgré le fait qu'il a été presque offert cadeau à ces boîtes-là. Il faut savoir que le citoyen israélien, il va presque rien récupérer de cette histoire. Mais bon, ça, on en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. Mais moi, je dis que de toute façon, tous les Israéliens sont pour ce gaz. Je suis pas en train de dire il faut arrêter le gaz, mais je dis juste qu'il faut que ces installations soient au large, le plus loin possible de nos côtes, comme tous les pays du monde. D'accord? Dans les 92%, il y a le monde entier, mais dans les 8%, il y a les extractions de gaz qui sont faites en Côte d'Ivoire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le sud du Maroc, le Sahara occidental. Là-bas, tout le monde s'en fout, donc ils ont mis des plateformes au bord de l'eau. Mais ça a tué 150 000 pêcheurs africains. Mais bon, ça, je veux dire, mais nous, pourquoi est-ce qu'on fait la même chose? On doit faire la même chose que 92% des gens. Alors, maintenant, les plateformes, elles doivent être à 120 km parce qu'on veut éviter les fumées toxiques de gaz brûlé. On veut que le déversement des eaux polluées de métaux lourds en mer se fasse le plus loin possible des côtes, d'accord? Et si demain on a une catastrophe écologique, parce qu'on sait qu'il y en aura une. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le ministère de l'énergie en Israël a dit oui, mais c'est possible qu'il y en ait une tous les 10 ans, mais c'est pas grave. S'il y en a qu'une en 40 ans, on a tout tué en bord de mer, tout. Donc c'est un grand danger. Je comprends pas qu'ils puissent dire un truc pareil. Et donc il faut empêcher ça. Alors comment on fait pour empêcher? La plateforme, elle est en train de se monter. La plateforme, elle est en train de se monter. Il y a des manifs tous les jours. Il y a des gens qui manifestent en bord de mer, au large des côtes. Je vous assure que une plateforme installée à 7 km ou 10 km du bord de la mer, on la voit. Quand vous allez vous baigner, vous voyez la plateforme. On est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de creuser sous la mer pour faire passer les pipelines. Je peux vous dire qu'on les voit, les bateaux. Vous allez au bord de mer à Zichron Yaakov, vous voyez les bateaux, ils sont au bord de l'eau. Ils sont à 200 mètres du bord de la mer. Les bateaux qui creusent. Et si cette station est si proche des côtes, c'est pour gagner de l'argent, puisque ça économise de l'argent en transport. Uniquement. C'est uniquement pour gagner l'argent et pour servir le monopole de Bazan. Maintenant, il y a des manifs tous les jours, mais je sais que les francophones, ils sont pas très branchés. Sites israéliens, associations israéliennes, etc. Donc, nous, on a créé une association qui s'appelle Nikion Kapaim. Nikion Kapaim, ça s'écrit N-I-K-I-O-N. Nikion Kapaim, ça veut dire main propre, on va dire que ça veut dire qu'on refuse le système des dessous de table en Israël, des mafieux, des systèmes un peu tordus. Enfin, faut aller sur le Facebook Nikion Kapaim, vous allez comprendre très vite qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et on est un mouvement apolitique, on s'en fout de savoir gauche, droite, etc. Donc, allez dessus, informez-vous, allez sur ma page Coup de pouce Moti, ça s'appelle Coup de pouce Moti, M-O-T-Y. Allez sur ma page, vous allez avoir plein de vidéos sur ce qui se passe. Alors les vidéos sont en hébreu, mais tous les schémas sont clairs. Et puis vous aurez le résumé de tout ce que je viens de dire là. Il faut que les gens se battent pour l'avenir de leurs enfants. D'accord? On est en train de je sais pas comment. C'est un véritable danger. Vous nous parlez d'un véritable danger écologique. De provoquer, absolument. Et avec les éléments que je viens de vous donner, je peux pas être trop technique, mais je peux vous dire qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et franchement, il faut que les gens y bougent. Je sais que on est tous occupés à courir après la parnassa, les enfants, les problèmes, les machins. Bon, mais l'avenir de nos enfants, il faut s'en occuper. Les licences d'exploitation des plateformes de gaz ont été données gratuitement à ces gens-là. Vous savez, il y a un des responsables au ministère qui a accordé les licences gratuites qui nous racontait que une licence était offerte gratuitement à des amis à Jérusalem. Les types prenaient la voiture à Jérusalem, ils allaient jusqu'à Tel Aviv et ils revendaient ces licences d'exploitation des puits de gaz avec des bénéfices. Ils faisaient un bénéfice d'1, 2, 3 millions de dollars dans la journée. D'accord? Sur le dos de qui? Sur le dos du peuple israélien. Il faut arrêter tout ça. C'est pas possible. Mais en dehors de ça, maintenant, comme ils se vous nous parlez d'un véritable problème écologique à présent.
Oui, mais comme ils se sentent, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés là? C'est parce que personne ne bouge, personne ne dit rien. Et comme ils se sentent forts, parce que personne ne bouge, eh ben ils continuent. Mais là, ils sont arrivés à un degré impossible. C'est pas possible d'imaginer que si demain il y a une fuite, on va condamner les côtes de Ertilia à Haïfa. C'est pas possible. Les gens se rendent pas, ils se disent, le gouvernement s'occupe de nous, mais je vous assure que le gouvernement s'en fout. Quand on voit, intéressez-vous à cette histoire, allez sur Coup de pouce Moti, lisez vraiment dans le détail ce qui se passe. Sur Facebook. Nikion Kapaï et la page donc Nikion Kapaï. Donc voilà, merci en tout cas Moti de nous avoir expliqué en détail, parce qu'on a bien compris maintenant les dangers de cette exploitation du gaz. Et merci de votre combat aussi. Et on invite les auditeurs à vous rejoindre en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un autre numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita, notre page Facebook de Studio Kalita bien entendu pour réagir et puis aussi pour participer. Et puis notre boîte vocale, le 050 430 80 20, c'est un numéro de téléphone pour participer à cette émission. Merci Ariel pour la réalisation technique. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.